En préambule, je vais remercier l'Agence du Livre pour toute l'aide et la coopération pour le traitement de ces collections dans le cadre du plan de signalement. Je vais m'attarder aujourd'hui plus précisément sur la donation Thuillier, effectivement, qui correspond finalement à un facteur déterminant dans notre réponse à l'appel à projet. C'est un fonds effectivement important, comme l'a précisé Axel. En préambule, néanmoins, je voudrais quand même préciser par rapport au métrage et au chiffrage que nous avons transmis à l'Agence du Livre pour le traitement du plan de signalement. Nous avons dans le fonds Thuillier tenu compte uniquement des fonds bien distincts et cohérents, pour certains bénéficiant d'un pré-inventaire, ce qui permettait de donner quand même des éléments de données d'information sur le métrage et le temps nécessaire pour le traitement dans le cadre du plan de signalement. Alors cette donation de Jacques et Guy Thuillier, je voulais déjà en préambule vous présenter ces deux personnalités, parce que derrière ces fonds se cachent des personnalités qui vont traduire aussi un ensemble de collections et de fonds d'archives, de correspondances qui seront à traiter et à signaler. Alors, vous avez ici une photo de Jacques et Guy Thuillier. Donc, cette donation a été faite à la médiathèque du fait de leur présence à Nevers depuis 1938. Ils ont vécu pendant 70 ans à Nevers. Deux enfants qui ont accompagné leurs parents à Nevers. Leur père, André Thuillier, était professeur d'histoire, d'allemand et de français à l'école professionnelle rue Jean Jaurès à Nevers, où se trouvent actuellement les bâtiments de la médiathèque de Nevers. Donc un signe finalement du destin de voir ces collections rejoindre nos fonds. Vous avez ici une photo de 1941, on les voit enfants, et très tôt ils vont avoir le goût de la collection. Ils vont constituer finalement un premier ensemble de documents provenant de la Seconde Guerre mondiale. Pendant l'occupation, ils vont fréquenter les rues de Nevers pour recueillir un maximum de tracts, d'affiches, de propagande, de la résistance, constituer un fonds. Voilà, ce goût de la collection de Jacques et Guy Thuillier a démarré très tôt, dès l'âge de 8 et 13 ans. Et un premier ensemble, plusieurs centaines de documents qui vont être constitués. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, pendant l'occupation, ces deux enfants et le père surtout, qui faisait partie d'un réseau de résistance à Nevers, va être arrêté. La maison va être fouillée par la police française et la police allemande. Et ces documents seront cachés par les deux enfants sous le parquet dans le conduit de cheminée de la maison. En tout cas, voilà, c'est un élément frappant sur cette collection qui va se mettre en place. Et ce lien avec Nevers, donc la donation en fait démarre dès 2011, à la mort de Jacques Thuillier, donc cet historien d'art que vous voyez en photo ici. Son frère Guy Thuillier, exécuteur testamentaire, décide de donner l'ensemble de sa bibliothèque de travail, de ses dossiers de recherche, de sa correspondance, de ses archives, de sa photothèque, une partie de sa collection d'estampes, d'une collection de peintures à la médiathèque Jean Jaurès de Nevers. Ce qui représente un ensemble important, mais à l'heure actuelle, ce fonds a été versé entre 2011 et 2019. Ce qui explique que nous n'avons pas pu, évidemment, prendre en compte tous les éléments et pouvoir établir un premier pré-inventaire de l'ensemble. Ce fonds est à l'image de ses études, de sa carrière professionnelle. Donc, je le rappelle, élu au Collège de France en 1976 jusqu'en 1997. Il est l'auteur de nombreux catalogues d'expositions de livres d'art qui va donner lieu à de nombreux dossiers de recherche qui seront versés à la médiathèque. Il va participer également à la création de l'Institut national d'histoire de l'art, à la création du musée d'Orsay, donc donner lieu à une correspondance importante pour ces projets importants sur le plan national et international. Deuxième personnalité importante, son frère Guy Thuillier, également historien, va faire ses études à l'ENA, HEC, à Sciences Po, va également être enseignant à l'ENA par la suite, va faire partie de plusieurs cabinets ministériels dans les années 60-70, ce qui va donner lieu également à une documentation importante. Il va mener 4 axes de recherche aussi en tant qu'historien. Premièrement, sur l'histoire de l'administration, donc donner lieu à de nombreuses publications. Un deuxième axe sur des travaux sociologiques. Troisième axe sur le plan économique. Et un quatrième axe pour lequel il avait également cœur de travailler sur l'histoire locale. Donc il aura eu nombreuses publications. Il sera membre de toutes les sociétés savantes de la Nièvre.
Il va également publier, rédiger avec la médiathèque, les archives départementales, une vingtaine de catalogues. Donc, ce qui donne lieu aussi à la production d'archives importantes. Donc toute cette documentation sera versée à la médiathèque entre 2011 et 2019. Donc là, on va passer à la richesse et la diversité de ces collections, pour vous rendre compte un peu mieux de l'ensemble. Donc là, vous avez une photo d'un de leurs appartements à Paris. Donc ils avaient 2 appartements à Paris et un appartement à Nevers, dans lesquels se trouvait l'ensemble de leur collection. Vous avez ici cette première photo où on retrouve la bibliothèque d'histoire de l'art de Jacques Thuillier, des dossiers de recherche disséminés dans l'ensemble de l'appartement qui seront versés à la médiathèque. Donc dès 2011, nous avons organisé 2 versements. Nous nous sommes rendus sur place. Alors ce qui était aussi intéressant pour nous, c'est de pouvoir rencontrer les 2 historiens, Jacques et Guy Thuillier, au cœur de leur collection. On a pu échanger également sur la constitution de ces collections, de ces dossiers de recherche, de l'organisation aussi. Ça, c'est des éléments et des précisions importantes qui nous seront utiles ensuite dans notre inventaire et pour le travail de plan de signalement. Donc, le fonds de la bibliothèque est constitué de plusieurs milliers de publications. Évidemment, l'inventaire est en cours et on a du mal à estimer pour le moment la quantité. Notre préoccupation au préalable était de pouvoir réunir ces collections dans des réserves. Donc il a fallu pour nous réorganiser l'ensemble des réserves de la médiathèque, trouver une réserve supplémentaire de 500 mètres linéaires. L'ensemble représente à peu près entre 600 et 700 mètres linéaires pour l'ensemble des documents. Alors nous sommes une équipe de 2 personnes sur les fonds patrimoniaux. Alors vous avez Axel qui a rejoint l'équipe depuis le 1er janvier. Précédemment, Stéphane Guillas, en charge des collections patrimoniales, qui avait une formation d'archivistique, donc ce qui a été précieux pour ce premier traitement des fonds. Et puis nous avons également une deuxième collègue, Patricia Todorovic, en charge des collections graphiques, puisque nous avons une collection également d'estampes importantes qui a été versée. Deuxième fonds, alors là c'est le fonds, je dirais, le cœur de notre préoccupation dans le cadre du plan de signalement. Vous avez ici une photo des dossiers constitués par Jacques Thuillier, tels qu'ils étaient lorsqu'ils étaient conservés dans son appartement. Chaque dossier correspond à un thème de recherche ou à un artiste. Vous avez une première série constituée de 270 dossiers, correspondant donc à ces différents thèmes, dans lesquels va se retrouver toute une documentation grise, d'imprimés, d'articles, de correspondances, d'articles de presse, d'articles d'études de Jacques Thuillier, manuscrits, correspondances avec des conservateurs, des historiens, des collectionneurs d'art. Chaque ensemble a été préinventorié avec l'aide de son frère Guy Thuillier. Donc là aussi un travail au préalable précieux qui a été repris ensuite par Stéphane Guillas et qui a servi de base à Axel pour le premier travail de signalement effectué. On a également, donc on a 5 séries de dossiers équivalentes, représentant entre 150 et 200 dossiers à chaque fois. Donc ces dossiers ont été versés entre 2011 et 2014. Son frère Guy Thuillier étant décédé au mois de mars 2019, nous avons récupéré l'ensemble des collections qui étaient conservées dans l'appartement de Nevers et le reste des archives de l'appartement parisien. Malheureusement, ces archives n'étaient pas classées pêle-mêle, à même dans les bureaux et sur les étagères de la bibliothèque. Donc nous avons pu rassembler les éléments mais sans cohésion et sans cohérence par rapport à cet ensemble. Ensuite, je vais revenir ici. Voilà. Troisième ensemble intéressant. Vous avez ici une vue des collections d'estampes. Donc là, on estime entre 7000 et 8000 pièces d'estampes. Alors évidemment, ma collègue en charge des collections graphiques ne sera pas à même de pouvoir faire un inventaire pièce à pièce. On a pu échanger, j'ai pu bénéficier d'une formation Tapir avec Marie-Françoise Roche et qui m'a donné une piste pour le traitement de ces fonds dans un premier temps, puisque nous avons des demandes de recherche par rapport à ce fonds, de pouvoir le classer de façon à pouvoir le rendre visible dans le cadre du plan de signalement et de le rattacher aux dossiers qui seront également signalés sur Tapir. Chaque pochette correspond à un thème ou à un artiste. De nombreux graveurs du XVIIe, je pense à Claude Mélan, la famille Lepôtre, des artistes du XVIIIe, Sébastien Leclerc par exemple. À l'intérieur, vous allez retrouver une centaine de pièces. On va pouvoir ainsi, pour chaque dossier, attribuer une cote, le signaler en indiquant le nom de l'artiste et le nombre de pièces.
aux chercheurs de venir ensuite nous contacter pour venir sur place faire des recherches complémentaires en attendant évidemment un traitement pièce à pièce. On a également plusieurs centaines de dessins originaux, une photothèque, où on a 2000 plaques de verre et 3000 diapositives utilisées par Jacques Thuillier dans le cadre de ses cours au Collège de France. Donc là, des pré-inventaires existent, on va pouvoir également les mettre en ligne. Une collection de peintures. Alors, on verra par la suite, Jacques et Guy Thuillier ont également donné des collections de peintures importantes, mais on a pu bénéficier d'un don d'une 50aine de peintures qui étaient conservées dans leurs appartements. Évidemment, ces peintures, voilà, la question de les conserver à la médiathèque ne se pose pas. Nous avons choisi l'option de les déposer prochainement au musée de la Faïence et des Beaux-Arts de Nevers, qui sont mieux à même, évidemment, de leur valorisation, et également de pouvoir les signaler dans la base des musées de France. Et pour finir, une collection de manuscrits. Alors, une collection de manuscrits constituée par Jacques et Guy Thuillier. Une collection de lettres orthographes qu'a traité Axel, d'ailleurs dans le cadre du plan de signalement. 700 pièces de lettres d'artistes. Ils avaient donc le goût de la collection. Là, vous avez ici une reproduction d'une lettre de Rosa Bonheur, puisqu'on est au cœur de l'exposition vient de se terminer dernièrement au musée d'Orsay. Intéressante, puisqu'elle s'adresse à un baron de Nivernais, et Rosa Bonheur, évidemment, se rendait dans le cadre de la peinture, de l'élaborage nivernais, de l'élaboration de cette peinture, s'est rendue à de nombreuses reprises dans la Nièvre. Donc on retrouve des lettres d'Édouard Manet, une lettre de Simon Vouet, une lettre de Nicolas Poussin, une correspondance évidemment avec des artistes contemporains. C'est aussi quelque chose, une part importante dans le travail de Jacques Thuillier, s'intéresser à l'art contemporain, une correspondance importante, comme l'a rappelé Axel, avec le graveur Éric Desmazières, mais aussi à des peintres comme Sergio Castro, des peintres également. Il s'intéressait beaucoup aussi à l'œuvre de Robert Poujon, dans lequel on va avoir dans le fond tout un ensemble de dessins d'artistes originaux. Donc cet ensemble bénéficie d'un pré-inventaire, et puis donc d'un inventaire qui a été complété par mon collègue Stéphane Guillas, qui a été donc repris par Axel sur Tapir. D'autres collections sont à venir également dans le cadre du plan de signalement. Et puis évidemment, l'ensemble des fonds à traiter, des découvertes que nous aurons à faire au fur et à mesure peut nous réserver encore d'autres surprises. On va essayer de revenir. Alors, le fonds Jacques Guy Thuillier peut bénéficier également d'un rayonnement plus national, puisqu'il s'appuie également sur un ensemble de donations qui a été effectué dès 1996-1997 à plusieurs institutions. Et le plan de signalement, là, correspond également à le souhait de ces institutions de pouvoir bénéficier d'outils pour avoir accès à nos inventaires. Donc là, le CGM permettra ainsi à ces institutions d'avoir accès à l'ensemble de nos inventaires. Première collection, le cabinet d'art graphique constitué au musée des Beaux-Arts de Nancy, dans lequel on retrouve une donation de Jacques et Guy Thuillier de 12 500 estampes et de 2000 dessins originaux. Donc l'ensemble est intéressant puisque l'ensemble des collections graphiques correspond à des dossiers de recherche conservés actuellement à Nevers. Donc il y a une corrélation. On a déjà des demandes, notamment de l'équipe du musée des Beaux-Arts de Nancy, pour de nombreuses publications, des catalogues et des précisions dans le cadre également de leur inventaire qui est effectué et qui est toujours en cours de leur côté. Alors, pourquoi Nancy ? J'ai obligé de préciser, la famille Thuillier est originaire de Lorraine. Donc ils avaient la volonté, dans le cadre de la dispersion finalement de leur collection, de pouvoir les rattacher à des lieux pour lesquels ils avaient un attachement fort, la Lorraine, la Nièvre, ou des institutions, vous verrez par la suite, institutions publiques qui leur ont été utiles dans leurs travaux. Vous avez ici donc une photographie de l'inauguration en 2013 de la plaque au nom de Jacques et Guy Thuillier au musée Georges de la Tour à Vic-sur-Seille en Moselle. Le musée a fait l'objet d'une donation d'une centaine de peintures par Jacques et Guy Thuillier, qui a constitué donc le fond principal de ce musée. Ce musée a également reçu une documentation sur le peintre Georges de la Tour. Vic-sur-Seille est la ville natale de ce peintre du XVIIe siècle. Et donc également un travail et des liens sont menés avec la médiathèque de Nevers sur des recherches sur le peintre Georges de la Tour et sur les œuvres qui sont conservées dans ce musée. Et nous sommes amenés à pouvoir y répondre et le travail du plan de signalement nous permettra de les renvoyer là aussi sur un outil permettant de renvoyer sur cet inventaire.
Je vous présente ici, là, voilà, c'est une photo du site de l'Institut national d'histoire de l'art, où a été versé en 2015 un ensemble important des archives de Jacques Thuillier, et notamment des archives de son bureau au Collège de France. L'inventaire a été rapidement réalisé. Une mission d'environ un an et demi a permis d'établir un inventaire correspondant environ à 200 dossiers, principalement sur ses activités en lien avec l'élaboration d'une base de données informatiques sur l'histoire de l'art et sur les collections en lien avec les musées de France. Très tôt, Jacques Thuillier s'est intéressé à l'informatisation des bases de données pour les musées. Donc l'ensemble des dossiers, des recherches menées par Jacques Thuillier sur cette thématique est déposé dans cette institution. Quatrième ensemble, un ensemble de manuscrits d'autographes de la collection Jacques Thuillier et Guy Thuillier a été versé en 2013 à la Bibliothèque nationale de France, une institution dans laquelle les deux historiens ont fréquenté dans le cadre de leurs travaux et de leurs recherches. Et évidemment, ce fonds est disponible et visible dans le CGM, et on pourra ainsi faire des liens entre notre plan de signalement de nos fonds et ce fonds existant. Un dernier fonds plus local pour nous concernant, un fonds également qui a été déposé dès 1997 aux archives départementales de la Nièvre, correspondant aux travaux de Guy Thuillier. Donc vous voyez finalement ce rayonnement à travers ces collections qui sont dispersées sur le territoire. Pour nous, le travail du plan de signalement, le travail d'inventaire, et de pouvoir faire le lien entre ces fonds et le CGM. Et de faciliter donc le travail des chercheurs. Alors, dès 2014, pour les projets de valorisation autour de ces collections, nous avons mis en place en 2014 une première exposition qui était basée sur donc le travail et cette donation de Jacques Thuillier. Exposition qui s'est déroulée à la médiathèque, au Palais Ducal, au musée de la Faïence des Beaux-Arts de Nevers et à l'église Saint-Pierre, où se trouve une œuvre des frères Lenain, un tableau qu'a redécouvert Jacques Thuillier à Nevers dès 1957. Ce travail de valorisation est important pour nous puisqu'il a permis aussi de faire en sorte que les élus soient sensibles aux collections de Jacques et Guy Thuillier. Il était important de valoriser ces collections pour pouvoir bénéficier de financements, notamment pour l'aménagement des réserves, mais également pour tout le travail et le processus d'inventaire qui en découlerait. D'où l'importance, là, pour se répondre à l'appel à projet, d'avoir un soutien de nos élus par rapport à ce financement. Même si l'aide est importante, je le rappelle, de l'Agence du Livre. Toujours dans le cadre de la valorisation, vous avez ici l'inauguration du passage Jacques Thuillier autour de l'église Saint-Pierre. Là aussi, ça fait partie d'un acte important de valorisation pour nos élus. D'ailleurs, cette plaque a été modifiée récemment, va être modifiée récemment, puisqu'il s'appellerait désormais passage Jacques et Guy Thuillier. C'est un lieu qui leur était très cher, et c'était la volonté de son frère de pouvoir dénommer cette ruelle au nom de ces deux historiens. Ce qui permet aux Neversois, au grand public, évidemment, parce que Jacques Thuillier et Guy Thuillier étaient connus des Neversois, surtout d'un cercle d'initiés, des membres des sociétés savantes, des érudits locaux, des institutions culturelles, mais évidemment pour les Neversois, le grand public, Jacques Thuillier finalement était une figure qu'ils ont véritablement découvert en 2014. Autre projet de signalement pour lequel et qui nécessite pour nous de pouvoir répondre à une demande particulière dans le cadre de fournir des documents, des éléments d'information. C'est un projet éditorial mené avec les éditions Faton. 6 premiers volumes ont été publiés. Alors, une collection des écrits de Jacques Thuillier a été initiée selon la volonté de son frère qui a participé au financement, soutenu par le CNL, soutenu par les éditions Faton. Le travail est toujours en cours et une convention a été signée entre l'association des Amis de Jacques Thuillier qui a été constituée en 2014 à l'occasion du lancement également de cette collection et la ville de Nevers, convention qui est en cours de finalisation, qui devrait être signée au cours de l'année, permettant la poursuite de ce projet éditorial. Et enfin, un troisième aspect de valorisation de ces collections à travers le plan de signalement,
c'est les demandes de recherche. Axel en a parlé tout à l'heure. Évidemment, nous sommes sollicités pour avoir accès à ces fonds d'archives, pouvoir répondre à des questions très fines sur des sujets liés à l'histoire de l'art, mais pas simplement, également liés à l'histoire locale correspondant aux collections de Guy Thuillier. Je vous ai indiqué ici une couverture d'une étudiante en histoire de l'art de l'Université de Turin, sur laquelle elle a pu travailler entre la correspondance entre Jacques Thuillier et l'historien d'art italien Roberto Longhi. Il a fallu très tôt, finalement, pour nous répondre à ces demandes dans un fonds qui restait à inventorier. Nous avons fait du mieux possible, nous avons pu accueillir les chercheurs, faire en sorte de répondre et d'établir rapidement des pré-inventaires. Mais évidemment, l'objectif pour nous au fil des prochaines années, c'est d'affiner cet inventaire et de mettre en ligne un maximum d'éléments de précision sur l'ensemble des collections. Donc, pour conclure, avant de laisser la parole à mes deux collègues de cette table ronde, je voulais vraiment remercier l'Agence du Livre pour le soutien et pour le soutien dans le cadre de ce travail de signalement. Donc là, effectivement, c'est qu'une petite partie infime de ces collections, notamment de ces collections Thuillier. Pour le fonds Nivernais, néanmoins, nous avons eu quand même un ensemble important et cohérent qui a été mis en ligne. Des premiers éléments, des correspondances de collections de manuscrits de Jacques et Guy Thuillier, qui apportent déjà des demandes de recherche. Et on a vraiment ce travail de valorisation et répond à une demande des chercheurs et va susciter des prêts nous concernant pour ces fonds. Voilà pour une présentation globale du fonds. Bonjour à toutes et à tous. Je n'ai pas pu saluer tout le monde au cours du repas. Je tiens aussi à remercier l'ALL pour son invitation à cette table ronde. Laisser la parole à un élu. Bon, vous attendez parfois beaucoup des élus en termes de financement, mais nous on attend aussi beaucoup des structures comme l'ALL. Et je vais un peu vous expliquer que pour une petite ville comme Salins-les-Bains, c'est 2500 habitants. Voilà, elle a un fonds ancien pour une petite ville assez conséquent, puisqu'on a près de 18 000 ouvrages de notre fonds, voilà, qui date de la fin du XVIe siècle, fondé par les Capucins, voilà, première bibliothèque publique de Franche-Comté, comme on aime bien le dire. Le fonds ancien a voyagé dans la ville au cours des siècles, il s'est fixé dans les années 60 dans un bâtiment, et puis on a réaménagé totalement un étage pour l'accueillir dans les années 2000. Et puis à partir de ce moment-là, la ville de Salins, une fois qu'elle avait réglé un petit peu les conditions de conservation de ce fonds, elle n'a pas laissé s'endormir, mais un petit peu par manque de moyens, puisque les priorités de la commune étaient axées sur d'autres grands dossiers, entre autres patrimoniaux, puisqu'on est aussi un site UNESCO, donc on a pas mal de patrimoine à entretenir pour conserver ce label. Et on a eu aussi des petits soucis de désinfection du fonds, donc on est à la recherche constante d'opérations qui coûtent peu cher à la commune. On fait appel à du mécénat. On a de la chance d'avoir parmi les amoureux de Salins des Suisses, une fondation particulière. Voilà, Salins c'est proche de la Suisse. Le sel de Salins allait permettre de faire le gruyère en Suisse. Donc il y a des liens très forts entre notre commune et puis nos voisins helvètes. Donc voilà, on est à la recherche constante de financement. Et c'est vrai que quand l'appel à projet a été lancé par la LL, la commune de Salins a tout de suite répondu favorablement, puisqu'on a quand même un certain nombre de cartons, et Camille peut en témoigner, qui, alors ils traînent pas, tout est bien rangé bien sûr, mais où il y a des documents à l'intérieur, et puis le fonds Charlemagnin, qui était un fonds conséquent, un illustre salinois en plus, qui est monté à Paris comme beaucoup, nous inquiétait un peu, et puis on avait quand même quelques interrogations sur ce qu'il pouvait y avoir dans ce fonds. Et le travail de Camille, alors qui a duré un peu plus longtemps que prévu, vous l'avez compris, nous a permis à nous élus de nous rendre compte de cette richesse dans le fonds Charlemagnin, et ce qui nous oblige maintenant à transmettre la connaissance de ce fonds. Alors bien sûr, il va y avoir le catalogage qui est en cours, et puis après des actions à développer de la part de nos services, avec la particularité que le fonds ancien appartient à la commune et sous la responsabilité de la commune, et la médiathèque auquel il est rattaché est la responsabilité de l'intercommunalité. Voilà, donc ça rajoute un peu de complexité.
Mais voilà, les agents de l'intercommunalité qui travaillent à la bibliothèque, il y a un détachement qui est possible. Donc là, on va essayer de mettre tout en œuvre pour valoriser ce fonds. Alors, nous les élus, on veut aussi que ce fonds profite bien sûr aux chercheurs qui viennent à Salins, qui découvrent en plus la ville, ça nous intéresse. Mais aussi, on a une visée pour les habitants et en particulier les plus jeunes. Donc après avoir réfléchi un petit peu, en particulier sur la série de correspondances avec des grands auteurs, je pense que les collègues de lettres, de français, du collège et du lycée vont être intéressés pour une mise en valeur auprès des scolaires, des collégiens et des lycéens, comme on a pu déjà le faire autour de l'encyclopédie avec les lycéens en classe de seconde. Voilà les projets de valorisation qu'on pourrait faire avec les découvertes de Camille sur ce fonds charlemagnin, et puis plus largement sur notre fonds ancien, que je vous invite à découvrir, bien sûr, si vous passez par Salins-les-Bains. N'hésitez pas à nous contacter par le biais de la médiathèque. Hop. Du coup, moi, je me permets de dézoomer un peu de la Bourgogne-Franche-Comté pour vous parler de notre politique régionale de valorisation du patrimoine en Grand Est. Il a déjà été un petit peu question d'Interbibli dans la journée, donc je ne représente pas en détail, mais voilà, l'association de coopération professionnelle livre, lecture, patrimoine écrit en Grand Est. On n'est pas une agence régionale à proprement parler, parce qu'il y a plusieurs structures en Grand Est qui sont réunies sous un réseau qui s'appelle Livrest. Voilà. Mais pour le patrimoine écrit, c'est Interbibli. Alors, donc, parmi les différents axes d'action d'Interbibli pour le patrimoine écrit, il y a un volet valorisation de manière, en coopération des collections patrimoniales de la région. Ça se fait en parallèle, et c'est sur ça que je vais revenir, de manière plus ou moins liée avec les chantiers de signalement. Voilà, le signalement et la valorisation, c'est les deux gros axes patrimoniaux d'Interbibli. En général, c'est un projet différent tous les 3 à 5 ans. Une moyenne, ça peut être plus, parfois c'est un petit peu moins. Et je vais montrer, sans rentrer dans les détails à chaque fois, mais voilà, des exemples différents où on a des schémas, alors le classique de type, voilà, le préalable, on signale. Après, on s'est rendu compte qu'on a signalé des choses intéressantes, c'est maintenant qu'il faut les mettre en valeur, voilà, numériser, faire des expositions, etc. Des cas de figure où c'est l'inverse, où ça peut être l'inverse. On a un projet de valorisation qui nous a amené à nous intéresser, plus en particulier à nous replonger dans certaines collections, certains documents, et ça a été l'occasion de revoir leur signalement, voire de complètement les cataloguer à cette occasion. Et aussi un autre exemple où cette logique de valorisation et de signalement, elle s'est faite complètement en parallèle, de manière imbriquée. Ce qui est intéressant à voir. Alors, dans les différentes actions de valorisation menées par Interbibli, il y a eu pendant longtemps, ça a commencé en 91 jusqu'en 2016, un modèle de valorisation sous forme d'exposition itinérante, plus virtuelle et généralement accompagnée de la publication d'un catalogue. Et les expositions avaient vocation, étaient sur des panneaux, parfois accompagnés de matériel multimédia, de sons, d'audio-guides, etc. Et ça avait vocation à circuler dans les différentes bibliothèques à l'époque de la Champagne-Ardenne, parce que Interbibli était historiquement la structure livre et lecture de la Champagne-Ardenne, jusque la fusion des régions, jusque 2016. Donc voilà, j'ai mis quelques exemples. Donc on a eu les fastes de l'écrit en 1991. À la pointe de la technologie, un CD-ROM, trésor des premiers imprimeurs, naissance de l'imprimerie dans l'Europe du XVe siècle, en 97. Quelque chose autour des métamorphoses d'architecture des bibliothèques et services d'archives en Champagne-Ardenne en l'an 2000.
On a eu, sur plus de la cartographie, Terre de Champagne, Ardennes, 2005. J'ai mis en fait, ça se passait sur plusieurs années. Hein. Il y avait l'année où, voilà, où le catalogue sortait, il y avait toute la préparation, et après, ça circulait pendant quelques temps dans les bibliothèques. Donc j'ai mis de manière aléatoire, enfin pas aléatoire, mais arbitraire, les dates. Très belle exposition, les Trérigères de Champagne en 2007, qui a donné un très beau catalogue. Évidemment, c'était toujours des thématiques choisies en lien avec l'histoire et les spécificités du territoire. Donc voilà, outre la production de manuscrits enluminés, on a eu évidemment Champagne, de la vigne au vin, 3 siècles d'histoire en 2020, autour de 2011. Et la dernière, les mémoires de l'industrie en Champagne-Ardenne en 2016. Donc voilà, là c'était toujours le même modèle. Voilà, une exposition en ligne, une exposition itinérante, un catalogue. D'ailleurs, les expositions en ligne étaient sous Flash, voilà, paix à leur âme aujourd'hui. Voilà. Ensuite, suite à la fusion des régions, c'est plutôt un projet éditorial qui s'est ébauché. Le contexte, c'est que en fait, La Nuée Bleue, qui est une maison d'édition qui est basée à Strasbourg, avait publié en 2017 Trésor des bibliothèques et archives d'Alsace. Donc en fait, ils avaient commencé le travail avant la fusion des régions, avant le Grand Est, et ils s'étaient associés à Cordial, qui était... alors il n'y avait pas d'agence livre-lecture en Alsace, et Cordial était une association professionnelle sans salariés, voilà, c'était les professionnels qui l'animaient, qui œuvraient à la coopération dans le domaine du patrimoine écrit pour l'Alsace. Et ils avaient publié cette somme, voilà, un trésor. Et suite à ce premier tome, ils se sont rapprochés cette fois d'Interbibli pour faire la suite. Et du coup, la suite, on avait le choix finalement entre la Lorraine et la Champagne-Ardenne, mais ce que connaissait le mieux Interbibli, c'était la Champagne-Ardenne. Donc voilà, nous avons le 2e tome qui est sorti en 2019, et voilà, Trésor des bibliothèques et archives de Champagne-Ardenne. Autre identité un peu visuelle sur la couverture. Voilà, cette fois, c'était manuscrit enluminé et contre incunable la dernière fois. Voilà, c'est vraiment un projet de valorisation régionale collaboratif, donc quelque chose d'assez ambitieux qui voulait présenter 250 trésors, plus de 250 trésors. Et on a voulu un peu dépoussiérer, voilà, l'image de, enfin, qu'est-ce qu'on appelle un trésor patrimoine écrit, et voire même qu'est-ce qu'on considère comme faisant partie du patrimoine écrit. Et quand je dis patrimoine écrit, c'est même plus large que ça, parce qu'on a aussi des objets. Il y a littéralement un exemplaire de pain d'épices qui date des années 30, qui est dans une collection aux archives départementales de la Marne, où c'est des exemples de brevets industriels. Enfin voilà, donc ne le mangez pas, mais il a l'air sec. Pour l'avoir vu, et des papiers peints, des maquettes. Donc, voilà, il y a vraiment des marionnettes, parce qu'on a aussi, voilà, l'Institut de la marionnette à Charleville, donc et ça va littéralement de l'Antiquité au livre d'artistes d'aujourd'hui. Et voilà, on a voulu aborder cette notion de trésor de manière très large. Il y a plus de 80 auteurs différents qui ont participé, soit des spécialistes, soit les bibliothécaires, enfin voilà. Et plus de 40 établissements, et voilà, Interbibli avait vraiment ce rôle de coordination entre la maison d'édition et les bibliothèques sur le territoire. Et ce projet, du coup, de valorisation régionale, ça a pu donner lieu, en lien avec le sujet d'aujourd'hui, à des réflexions sur le signalement, parce que c'était l'occasion d'aller se pencher sur ces collections. Il y a eu au lancement du projet, en fait, toute une enquête. Enfin, on a sollicité les différents établissements de la région de manière large, hein, ces bibliothèques, archives, il y a aussi des sociétés savantes, des musées, enfin voilà, c'est des types d'établissements assez variés. Les solliciter pour qu'ils nous soumettent des trésors. Et après, il y a un comité qui les a sélectionnés selon plusieurs critères. Et voilà, en fait, au moment de se plonger là-dedans, voilà, on se rend compte. Donc j'ai mis des exemples, je les avais plus tous en tête. J'ai redemandé aux collègues de me parler d'exemples concrets où le fait de travailler sur Trésor, ça les a incités à reprendre ou à entamer le signalement de certaines collections. Donc par exemple, on avait
manuscrit à la médiathèque de Sedan, curiosité bibliographique d'une époque d'intolérance religieuse, c'est Miroir d'un prisonnier par Nicolas Chevalier en 17e. Et en fait, le fait de travailler sur la notice pour Trésor, ça a été l'occasion d'améliorer la notice. Et la collègue m'a signalé notamment la zone de notes qui a pu être enrichie. Un autre exemple, la collection d'estampes du Marquis à la médiathèque voyelle de Charleville-Mézières, qui comporte plus de 9000 gravures qui sont réunies dans 106 volumes différents. Ça a été l'occasion du coup de se lancer dans le signalement de ces... voilà. Et ils ont bénéficié en 2021 d'un chantier école de l'INP, donc ça a permis aussi de préciser, de faire un état des lieux, d'état de conservation et de préciser, de préciser la description physique des différents volumes. Donc là, c'est carrément le signalement. Ces deux exemples différents, où il y en avait d'autres, il y a eu d'autres exemples à travers le livre, c'est pour être rapide et juste montrer des cas de figure qui ont pu se présenter. En ce moment, ce qui nous occupe, cette fois-ci, ça sera un projet entièrement web, un site internet qui sera une cartographie interactive qui s'appelle Littératuresque. C'est un nom qui a été suggéré par les collègues de Charleville-Mézières, encore une fois, pour faire un peu un néologisme à la Rimbaud en ajoutant « esque » à la fin de littérature, parce que c'est un projet de valorisation des fonds d'archives littéraires. En fait, pour diverses raisons, la logique aurait voulu qu'on continue dans la lancée et qu'on fasse un tome Lorraine, et pour diverses raisons, ça ne s'est pas fait. Donc, on était là, lors d'une commission patrimoine, à se demander quel prochain projet enthousiasmant on va pouvoir envisager. Et ça serait en fait la toute première fois où ça sera un projet de collaboration à l'échelle de la nouvelle grande région. Là où avant c'était territorialisé, et en fait de fait Trésor c'était la suite et c'était toujours par ancienne région. Cette fois-ci on voulait trouver une thématique qui soit à même qui soit pas trop connoté avec une identité de tel ou tel territoire, qui soit à même de rassembler autant des bibliothèques que des services d'archives, que éventuellement des musées, des centres de doc, etc. Et voilà, on a eu l'idée, et c'était lié, je vais y revenir, au chantier de signalement de mise à jour du CGM qu'on venait de mener depuis plusieurs années, qui ont fait remonter des très beaux fonds littéraires qui parfois étaient inconnus au bataillon, signalés nulle part. Et voilà, on s'est dit, voilà une belle thématique. J'ai mis en exemple de photo une lettre de Simone de Beauvoir dans le fond André Velter, qui est un poète à Charleville-Mézières. Une correspondance de plus de 5000 lettres décrites à la pièce. Ne reproduisez pas ça chez vous. Alors... donc ce projet de site internet avait quelques objectifs. Faire mieux connaître les auteurs régionaux. Ils ne sont pas toujours régionaux parce qu'en fait on est parti des fonds conservés. Parfois ils sont nés à cet endroit, parfois ils y ont vécu, parfois ils y sont morts, parfois rien de tout ça. Le hasard a fait que le fonds est arrivé ici. Donc on ne peut pas vraiment parler d'auteurs, c'est pas du régionalisme dont on parle. Auprès du grand public et aussi du public académique, et valoriser le Grand Est comme un territoire de création littéraire passée, présente et future, et susciter de nouveaux dons en montrant aux auteurs qu'on fait quelque chose on les signale, on a mis du temps et de l'argent à les cataloguer et on va les mettre en valeur. Donc voilà. Valoriser le travail de signalement déjà effectué, améliorer le travail sur les inventaires existants, les indexations, provenance, envisager le signalement de fonds encore non catalogués. Et enfin, fédérer les professionnels du patrimoine écrit autour d'établissements variés qui ne travaillent pas toujours ensemble et qui ne signalent pas toujours dans les mêmes catalogues, autour d'un projet commun qui soit enthousiasmant et pour la première fois à l'échelle du Grand Est. Parce que on part de ce principe, les fonds d'archives littéraires, c'est vraiment un des ensembles uniques qui permettent d'apporter un éclairage précieux sur les activités de création littéraire. C'est une vraie richesse documentaire et patrimoniale, un éventuel matériau de recherche très riche. Ils sont légion, souvent ils sont difficiles à valoriser. Je vais y revenir, mais on parle de brouillons, de correspondance avec des éditeurs, des choses qui souvent demandent de la médiation et qui ne sont pas forcément esthétiques ni faciles à appréhender
surtout pour un grand public, voilà. Et lors des chantiers de mise à jour du CGM menés ces dernières années, dans le cadre du pôle associé régional, il y a beaucoup qui sont signalés en ligne. Alors j'ai mis rapidement une liste. Alors, il y en a au moins une quarantaine, ne serait-ce que depuis 2018, j'ai compté à partir de mon arrivée à Interbibli. Donc voilà, après, on a des grands noms, on a voilà, le fonds Arthur Rimbaud désormais, il y a évidemment Verlaine à Metz, on a Diderot à Langres, et voilà, énormément de fonds littéraires désormais accessibles. Les fonds Pataphysique à Reims, voilà, je reviens pas en détail. Donc la première étape de ce projet, ça a été de lancer une grande enquête en ligne de recensement des fonds. Donc voilà, on a à nous comme Trésor, ça fait beaucoup de. Là, on a une trentaine d'établissements. Ils nous ont signalé 180 fonds. On a fait un tri et on arrive à environ 120 fonds qui constituent le cœur de notre corpus. À savoir, pour l'anecdote, que parmi ces 120 fonds, il y en a peut-être une petite dizaine qui sont le fait de productrices et pas de producteurs. Ce qui nous donne une... ils sont beaucoup 19e, 20e les fonds, mais voilà. Donc j'avais fait au moment de l'enquête des petites statistiques. Donc voilà, l'état de signalement des fonds. On constate qu'en fait la plupart, il y a vraiment une minorité qui ne sont pas signalés du tout. La plupart sont signalés en ligne. Là, comme on a aussi les archives, voilà, il ne s'agit pas que du CGM, on a aussi beaucoup de choses en Calam parce qu'on a la BNU qui a énormément de fonds. On a pas mal de choses sur inventaire et parmi ceux-là, il y en a une partie qui sont en cours de conversion. Il y a des choses en cours de signalement, voilà. J'ai mis quelques photos pour illustrer. Le fonds Paul Régnier à la médiathèque de Charleville, le fonds Verlaine à Metz, les rayonnages du fonds Troxler à la bibliothèque de Mulhouse. J'ai mis aussi ces photos pour illustrer le fait que la typologie de ces fonds, voilà, on en a déjà parlé, les fonds d'archives, on y trouve un peu des choses très variées. Donc il y a parfois la machine à écrire, les lunettes de l'auteur. Voilà. Là, dans le fonds Troxler à Mulhouse, qui était un dramaturge, il y a des accessoires de théâtre, le masque. Le fonds Verlaine à Metz, voilà, typiquement l'exemple du brouillon qui est raturé, on a voilà, les corrections, voilà. Dans le fonds Velter à Charleville-Mézières, il y a son passeport, par exemple. Il y a plein de documents comme ça, parce qu'il a énormément voyagé et ça a une importance dans son œuvre. Donc voilà, on a des choses très variées. Donc le projet, voilà, pour rapidement, parce que là on en est encore pas encore à la phase de mise en œuvre, mais voilà. C'est un site organisé autour d'une carte interactive qui va géolocaliser les fonds et en fait en proposer des parcours éditorialisés, voilà, une médiation à travers des parcours qui reprennent des thématiques littéraires, donc soit par genre, on a des parcours poésie, roman, etc., théâtre, des genres qui sont particulièrement représentés dans notre corpus et des choses plus thématiques comme la question des réseaux amitié-influence, de la notion de célébrité à travers les prix littéraires et surtout la question de la célébrité présente et passée, le régionalisme, voilà, etc. Une maquette tout à fait provisoire et tout à fait indicative parce que c'est pas du tout ni ce graphisme, voilà. L'idée c'était de commander un fond de carte à un artiste de la région et voilà, d'essayer aussi un peu de décloisonner le patrimoine écrit en faisant le lien, d'autant plus que certains de ces fonds sont contemporains et d'auteurs toujours en vie, voilà, de contourner cette image que peuvent avoir certains d'un patrimoine écrit mort et dans le passé. Voilà, donc faire appel à de la création artistique dans la région, faire appel aux collègues de lecture publique qui ont suivi des formations de lecture à voix haute dans le cadre du festival littéraire organisé par Interbibli pour proposer des lectures audio d'extraits de ces œuvres pour les faire découvrir au public, parce que finalement, surtout pour des genres qui s'y prêtent bien comme la poésie, enfin voilà, c'est aussi fait pour s'entendre. Donc proposer dans les parcours des extraits lus, notamment. Et voilà, et aussi proposer des jeux littéraires où on aura un générateur aléatoire de poésie qui combinera des vers d'auteurs différents pour créer quelque chose de nouveau, et des jeux aussi autour de l'univers de la pataphysique, voilà, à venir. Et enfin, je me dépêche,
un exemple de projet qui mène là vraiment en parallèle le signalement et la valorisation. Alors pour le coup je précise, c'est pas un projet qui a été suivi par Interbibli, c'est un projet qui a bénéficié de la DGD et de l'appel à projet patrimoine écrit directement par la bibliothèque de Chaumont entre 2020 et 2022, mais je le cite parce que du coup c'est un exemple intéressant de projet qui mêle de manière très intime les deux volets. Donc c'est le projet Rare et remarquable, singularité, marque et curiosité dans les livres anciens des silos, donc le nom de la bibliothèque de Chaumont, voilà, qui a reçu le soutien de la DRAC Grand Est. Pour remettre le contexte, parce que peut-être que Chaumont ne bénéficie pas de la renommée internationale qu'elle mérite. C'est en Haute-Marne, entre Châlons et Dijon, voilà, 22 000 habitants. Je précise parce que c'est vrai que ça pose certains enjeux, parfois des fonds patrimoniaux qui peuvent être riches et intéressants, voilà, dans des endroits où peut-être les chercheurs ne viennent pas ou le public local ne connaît pas ces fonds. On l'a vu avec Trésor, hein, notamment parfois des habitants qui étaient surpris et qui se disaient « Ah, mais j'imaginais pas du tout que ma bibliothèque avait des collections d'estampes japonaises et vraiment, j'y pensais pas. » Voilà. Donc la médiathèque Les Silos, qui est maison du livre et de l'affiche, c'est un fonds ancien de 33 000 ouvrages. Voilà, ce projet Rare et remarquable, ça avait vraiment un double objectif, faire mieux connaître les richesses et les raretés que recèle le fonds ancien de la médiathèque et le faire mieux connaître auprès du public à la fois local et la communauté des chercheurs. Et alors, il y avait vraiment les deux volets qui étaient pensés ensemble pour cette mission. Donc, une mission de catalogage livre en main d'une partie des fonds confisqués, théologie et droit, qui n'étaient pas encore inventoriés. Qui a été soutenu à hauteur de 80%, pas dans le cadre de la DGD, qui ont permis de cataloguer plus de 4000 livres et enrichir plus de 200 notices par une catalogueuse recrutée pour l'occasion, Isabelle Riquet. Entre décembre 2020 et mai 2022, à la base, ça devait être 1 an jusqu'au décembre 2021. Elle a été prolongée parce que il y avait notamment des cas de figure récurrents de... Ce qui va évoquer des souvenirs douloureux pour certains d'entre vous, mais les recueils factices, n'est-ce pas, qui avaient faussé le comptage. Et voilà, pour vous horrifier davantage, j'avais l'exemple, là, dans le bilan, dans le fonds de droit, il y avait un recueil factice de 200 pièces. Donc, voilà. Un volume, mais 200 notices derrière. Voilà. Et la mission, voilà, c'était le but, c'était au fur et à mesure du catalogage de repérer et révéler certaines pièces uniques du fonds ancien et de travailler un peu comme on avait fait avec le livre Trésor, hein, sur cette notion de rareté et de remarquable, sur laquelle je vais revenir rapidement. Donc le volet valorisation, il y a une exposition qui a fait suite et qui s'est nourrie du premier volet de signalement. Entre le 15 octobre et le 31 décembre 2021, dont Malcolm Valsby était commissaire scientifique. Donc voilà, il est aussi en parallèle de la catalogueuse, aller repérer les raretés avec voilà, son œil aiguisé, où est-ce qu'il y avait des unicats, des choses rares, des choses intéressantes du point de vue de la bibliographie matérielle et de l'histoire du livre. Donc c'est une expo qui s'est déployée dans une salle dédiée de 300 mètres carrés, qui a été accompagnée d'une série d'actions culturelles, voilà, conférences, rencontres, ateliers pédagogiques, ainsi qu'un projet de AC, et qui a été soutenue par l'appel à projet patrimoine écrit. Alors voilà, j'ai mis une photo de l'inauguration. Voilà, j'ai illustré avec quelques photos. Alors voilà, la notion de rare, ça tournait beaucoup autour de l'histoire du livre et voilà. Là, il y a un exemple de ce qu'on connaît bien, du réemploi de manuscrits pour faire des couvertures. Là, il y avait un petit peu plus rare, c'est qu'on était capable de reconstituer intégralement les différentes pages parce que c'est plusieurs volumes qui avaient été reliés avec le même manuscrit et voilà, on arrivait à faire le puzzle en fait. Au milieu, pour les amateurs dans la salle, un papier dominoté qui, selon un spécialiste, est très rare dans la collection. Voilà, des exemples de tranches peintes et décorées. Enfin voilà, c'était à la fois de l'histoire du livre, tout ce qui était reliure particulière, édition rare, curiosité bibliographique. Enfin, voilà.
oui, encore les cartes à jouer dans le livre qui avaient divers usages de marque-page ou de catalogue pendant les confiscations, etc. Ça a été l'occasion aussi de repérer des provenances prestigieuses. Alors au milieu, une belle édition Aldine avec l'ex libris de Rabelais, voilà, ni plus ni moins, et Racine à côté. Voilà. Alors j'avais noté également avant de terminer, j'ai mis mon mail si jamais après vous l'avez, voilà, comme l'heure retourne. Si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas. Juste le collègue de Chaumont m'avait signalé que voilà, suite à cette exposition et à ce travail de signalement, et notamment avec tous les contacts universitaires de Malcolm Valsby, qui citait abondamment les exemples qu'il avait vus à Chaumont lors de colloques ou de journées d'études, etc. Il y a un intérêt par d'autres universitaires sur l'étude du fond qui a pu émerger, notamment des demandes de numérisation du livre qui a appartenu à Rabelais pour intégrer la base Rabelissime. Par l'université Gustave Eiffel, Marne-la-Vallée. Il y a eu diverses demandes d'universitaires sur quelques éditions rares qui ont été signalées. Et voilà. Et l'expo a été pensée pour être éventuellement itinérante dans d'autres établissements, notamment Langres, qui partageait beaucoup de provenance des livres avec Chaumont. Voilà, pour faire rapidement, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Ariane. Justement, oui, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, Emmanuel. Oui, Ariane, moi j'avais juste une petite question, parce qu'on travaille sur un pré-embryonnaire de projet, et je m'interrogeais sur le montage financier sur un site web comme ça, entre la partie, parce que l'idée étant d'ouvrir pour nous un projet qui serait pour tous les établissements, mais au moment du projet, forcément, tous se sont pas manifestés, et le financement est une question qui revient souvent. Pour Littératures-esque, l'idée c'est de pas faire participer les établissements. En fait, notre montage financier, on avait déjà un bout de budget interbiblique qui est en fonds dédié, reporté d'année en année depuis un moment, qui était à la base sur un autre projet qui s'est pas fait. Donc on avait cet argent à flécher sur un projet numérique, donc ça tombait bien. La DRAC nous a versé un reliquat de budget affecté aussi sur cette ligne. Et l'idée était aussi, on nous a invités à nous rapprocher des crédits PNV pour ce genre de projet. Et comme on avait fait avec Trésor, on envisage des pistes de mécénat privé également pour compléter le budget. Et comme on fait aussi de la valorisation d'auteurs de création littéraire présentes et de lecture, etc., on a aussi des pistes de ce côté-là, du côté de la SOFIA, notamment pour certaines subventions. Voilà. Merci. Une autre question au fond de la salle. Oui, donc question aussi pour Ariane. Comme Emmanuel, moi aussi, je suis sur des projets très embryonnaires de valorisation, et c'est la question plus de la forme qui m'interpelle, parce que j'ai toujours l'impression qu'on touchera plus de monde avec une exposition itinérante qu'avec un site web où il faut faire la démarche d'y aller, il faut avoir la patience de rester longtemps sur les pages web. Et j'ai l'impression qu'on ne touche pas non plus les mêmes publics en fonction de la forme. Du coup, je voulais savoir au niveau d'Interbibli, vu que vous avez touché aux expos itinérantes, aux livres de Noël, et puis là, ce qui va arriver, c'est le site web. Qu'est-ce qui est selon toi qui a eu le plus d'impact en fait en matière de public? C'est vrai qu'on s'est posé la question, et en plus on a fait au fil des ans des exemples de différentes formes. C'est vrai que j'ai pas précisé avec Trésor en parallèle de la sortie du livre, il y a eu des expos pour exposer physiquement les trésors en question par zone. Il y en a eu une à Reims pour les établissements de Reims qui participaient. Il y en a eu une à Troyes pour toute l'Aube, tous les établissements de l'Aube. Et il y en a eu une à Charleville-Mézières pour Ardennes Métropole.
pour exposer en parallèle les trésors. Pour littératuresque, on s'est posé la question effectivement quelle forme, et c'est juste que ça paraissait compliqué le format d'une exposition itinérante si on ambitionne d'exposer des originaux, et que là ça devient une logistique très compliquée, et c'était aussi pour varier, voilà, comme on venait de faire un projet éditorial et qu'on avait déjà exploité le format des expositions itinérantes, on voulait essayer une autre forme, et cette fois-ci quelque chose, une expo virtuelle. Mais voilà, qui de toute façon, là, on réfléchit à cette première phase. On a déjà en tête, en parallèle du site, et après pour le faire vivre, d'autres types d'actions, et notamment éventuellement un projet éditorial en parallèle, par exemple une édition d'inédits, ou un beau livre sur le patrimoine littéraire de la région. Enfin voilà, on a des idées en tête, et voilà, ou d'expositions pour compléter ça. Et effectivement, il y a la question des publics qui n'est pas forcément la même. Merci bien. Y a-t-il d'autres remarques dans la salle ou non en ligne? Pas spécialement. Ah, Pascal. Plus une réflexion pour l'ensemble de la journée. On a beaucoup parlé de signalement de bibliothèques publiques, et le privé, comment interviennent-ils? Par exemple, je pense ce matin vous citiez des catalogues de libraires, une très belle méthodologie du 19e. Il y a de très beaux catalogues maintenant de libraires d'anciens, extrêmement poussés. Est-ce que c'est des pistes aussi qui peuvent être exploitées dans le signalement? Et voilà, cette ouverture vers aussi sur le signalement de bibliothèques privées et d'autres ouvertures de partenariats, de mécénat pour valoriser toutes ces découvertes. Donc je ne sais pas à qui je m'adresse, plutôt à ceux de ce matin ou à vous. Oui. Pardon. La politique entre guillemets du CCFR, c'est d'accepter toute notice, alors à commencer par notice d'établissement dans le répertoire des bibliothèques, si le lieu est ouvert, ne serait-ce que sur rendez-vous au public. Donc en fait, des lieux privés, pourquoi pas, mais il faut qu'ils offrent un accès même minime à leur collection. Voilà. Donc à partir de là, c'est le cas pour tout ce qui va ensuite être signalement dans la base patrimoine, dans le CGM, etc. La base, c'est ça, c'est que le lieu offre au moins quelques heures d'accès, ou ne serait-ce que sur rendez-vous au public. Merci. Comme l'heure tourne, on va peut-être suspendre la discussion. Je voudrais juste faire quelques remarques conclusives. Je vais me mettre par là si vous voulez bien. Je voulais simplement vous livrer quelques remarques qui me sont venues en écoutant tout au long de la journée. Le signalement, on le sait bien, c'est un geste traditionnel qui a d'ailleurs concouru à la vision un peu rébarbative de la profession de bibliothécaire. Et pourtant, on a bien vu aujourd'hui que c'est un geste dynamique, un porteur de sens et même symptôme de mutations essentielles. Alors, des mutations, j'en vois 3. La première, c'est en termes de compétences. On voit bien avec tout ce qui s'est dit depuis ce matin que aujourd'hui, on a parlé de formation, on a parlé de mise à niveau, de montée en compétences. Il ne s'agit pas seulement d'intégrer des mutations technologiques, même si ça n'est pas négligeable, bien évidemment. Il y a aussi, je pense, une dimension épistémologique. Traiter des archives dans la bibliothèque, est-ce que c'est une anomalie? Est-ce que c'est une réalité dont il faut prendre la mesure aujourd'hui? On voit qu'il y a un changement d'approche pour les agents. C'est un changement de culture professionnelle, ou peut-être imaginer une porosité entre des professions qui jusqu'à présent s'ignoraient un petit peu.
On verra à l'avenir si d'autres changements de ce type doivent se produire en termes de signalement. Peut-être les collections iconographiques qui appellent aussi d'autres expertises, d'autres approches du document. On a vu aussi tout à l'heure avec les deux catalogueuses qu'il y a une expertise scientifique qui revient bien au cœur de la démarche. Paléographie, attribution, datation, contextualisation des documents. Tenir compte de la diversité des sujets, pratiquer l'indexation, tout cela demande une très grande polyvalence. Et je crois que c'est aussi quelque chose qui est important à souligner. Le deuxième changement que je vois, c'est peut-être même un retournement de perspective. Alors là, je vais peut-être parler un peu en historienne et du coup, j'espère que c'est pas trop décalé par rapport aux réalités actuelles de terrain dont je n'ai peut-être pas une mesure bien exacte, mais il me semble que depuis 2 siècles, la logique, elle est descendante. Sauf que pendant 170 ans, ça n'a pas marché. Et maintenant, ça marche. Alors, qu'est-ce qui a pu changer ? L'incitation, elle vient toujours d'en haut. En France, les politiques culturelles en faveur du livre, des bibliothèques, sont toujours pensées finalement depuis Paris, et ça, c'est pas vraiment différent. Mais les relais locaux, cette fois-ci, s'avèrent efficaces. Ils savent susciter un esprit collectif, ou tout au moins une perspective commune. Et alors, je ne sais pas l'expliquer, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, je n'ai pas pris le temps d'y réfléchir forcément de manière très approfondie, mais peut-être que la culture professionnelle a changé, peut-être que c'est l'entrée déjà depuis 2 décennies dans la culture du projet, dans le raisonnement par objectif, par indicateur, par typologie de collection, qui a amené aussi peut-être à travailler différemment et à être plus réceptif à des suggestions ou à des politiques incitatives. Peut-être aussi tout simplement qu'on a tiré les leçons du passé. Depuis 20 ans, les bibliothèques patrimoniales semblent avoir intégré une mutation fondamentale, celle de contribuer localement à un effort national. Ce qui n'était pas du tout le cas dans les années, encore 50 ou 60, 70. Pour en revenir à ce que j'expliquais ce matin, c'est d'Ormesson ou l'abbé Grégoire qui serait bien content d'avoir entendu tout ce qui s'est dit depuis ce matin. On mesure cette évolution, ça m'a fait penser un petit peu à des sortes de cycles de vie. En écoutant Alexandre tout à l'heure, Saint-Dié, dans les années 70, c'était quand même un peu à la pointe, quoi, d'une certaine manière. Albert Ronsin, la lecture publique, les quartiers, enfin tout ça. Et puis, vous disiez que les choses étaient quand même un peu endormies, d'une certaine manière. Il manquait des postes, enfin, il y a un problème d'identité peut-être de l'institution. Et puis, les choses repartent à la faveur de différentes décisions politiques qui ne sont d'ailleurs pas uniquement culturelles, très clairement. Voilà, ça m'a vraiment fait penser à peut-être des cycles de vie sur 30, 40 ans, ou des choses, des paliers qui se franchissent, mais pas tout à fait du jour au lendemain. La troisième mutation que je voudrais souligner, c'est l'idée d'un emboîtement d'échelle qui va lever, alors définitivement je ne sais pas, mais en tout cas qui résout la vieille contradiction Paris-Province ou national-local. On voit que le signalement est intéressant à tous les niveaux, et c'est peut-être justement pour ça que ça marche. Localement, le signalement, c'est un outil de recouvrement patrimonial, de politique documentaire, on l'a vu, de logique globale finalement d'appréhension des fonds patrimoniaux, de décider quelle place finalement leur réassigner, ce qui n'est pas négligeable, c'est presque un outil de décision finalement, en tout cas un élément de décision dans la gestion des collections. Au niveau régional, on l'a entendu clairement en début d'après-midi, le signalement est, entre autres, un moyen de faire réseau, de décloisonner, de limiter l'isolement, de créer des communautés professionnelles, d'uniformiser aussi des pratiques en tenant compte de réalités documentaires qui sont forcément variables et hétérogènes. On se demande bien ce qu'il y a de commun entre le bois flotté, les plaques de verre, les archives d'Ancien Régime, les autographes, les dossiers scientifiques des chercheurs ou d'hommes politiques. Et bien si, il y a quand même quelque chose de commun, c'est cette démarche collective, justement. Donc au niveau régional, il me semble que ce qui ressort, c'est justement la prise de conscience collective d'une richesse collective. Et c'était très clair, en particulier avec l'exemple des opérations de valorisation dans le Grand Est. Et puis au niveau national, bien sûr, ça se redouble de nouveaux enjeux.
proposer un outil uniforme qui fait fi des limites municipales, départementales ou régionales, aligner les données, rappeler le caractère patrimonial de certaines portions de collection, avec tout ce que ça implique, la mise en sécurité, la revendication de propriété, produire des outils de travail pour des chercheurs qui ne soient pas que des chercheurs locaux, mais qui peuvent être aussi justement réveiller la recherche locale. À nouveau, vous voyez que l'emboîtement d'échelle, il est à la fois au niveau de la production des outils de signalement et de leur exploitation. Et c'est ça qui me paraît extrêmement porteur de sens, comme je le disais il y a un instant. Donc, il faudra faire le bilan en 2025, début 2026, pour voir si les objectifs sont atteints et si ces petites perspectives que je souligne se révèlent durables. En tout cas, je voudrais remercier encore une fois tous les intervenants de la journée qui ont vraiment apporté des éléments extrêmement précieux et concrets pour prendre la mesure du travail déjà réalisé, du travail encore à réaliser. Je crois que c'était vraiment utile de faire le point à ce moment-là du plan national de signalement. Merci à vous tous. Merci bien sûr à l'agence Livret Lecture pour l'organisation de la journée. Je vais peut-être rendre le micro à Maude. Et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Merci à tous. Je voulais juste dire aux personnes qui souhaitent visiter la bibliothèque à 17h que Caroline Poulain les attend au fond de la salle. Remercie encore à nouveau tous les intervenants, les participants sur place et à distance, et vous dire à très bientôt pour une prochaine journée d'études sur le signalement, je ne sais pas, en 2025, 2026, un bilan. Merci à tous, à bientôt.